Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est particulier car il touche tout le monde, l'argent, la monnaie, la crypto-monnaie et quel rapport on a avec cet argent. On peut... c'est possible de mettre le diaporama, s'il vous plaît? Super. Et on va essayer de comprendre pourquoi la monnaie dont on connaît aujourd'hui la forme va avoir vocation à évoluer, notamment via une crypto-monnaie, potentiellement. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui et sur laquelle on va essayer d'apporter quelques arguments ou contre-arguments par rapport à cette monnaie. C'est possible de changer. Avant de parler de crypto-monnaie, on va revenir un petit peu en arrière sur qu'est-ce que la monnaie, quelle est son histoire et en quoi cette monnaie a évolué dans le temps. Et on s'est rendu compte qu'en fait, sur les dernières années, cette monnaie, elle n'avait pas réellement évolué, mais plutôt les moyens de paiement. Au tout début, on utilisait le troc. C'est ce que de nombreux historiens démontrent. Le troc était utilisé pour faire des échanges. On avait cette fonction d'échange de biens contre un bien. On échangeait du bétail contre du riz. C'était des biens qui étaient plus ou moins liquides. La difficulté, c'est qu'ils n'étaient pas tous divisibles. On ne pouvait pas couper la moitié d'un cheval pour obtenir 50 grammes de riz. C'était insensé. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait une certaine limite dans ce troc. Et au fur et à mesure des usages, cet échange, il est passé par des métaux précieux dans un premier temps. Donc c'était de l'or, de l'argent. Puis dans un second temps, on est arrivé à des monnaies plutôt métalliques. Donc on ne pesait plus le poids en fait. C'était le poids qui donnait la valeur. Mais c'était un sceau royal la plupart du temps, qui était apposé sur une monnaie. Et deux fois, on pensait que le roi qui ayant imposé son sceau avait mis ce sceau justement sur la monnaie. Cela permettait d'éviter de peser le poids et le roi donnait sa confiance et ses utilisateurs avaient la confiance en roi sur ce sceau. Après cette monnaie métallique, on arrivait sur une monnaie qui était différente. C'était une monnaie qui est un peu plus connue aujourd'hui. C'est la monnaie dite fiduciaire. Et on se rend compte qu'avec l'histoire, tous les types de monnaies ont tous rassemblé trois fonctions différentes qui étaient des fonctions d'unité de compte. Donc, grâce à cette valeur, grâce à cette monnaie, ça nous permettait de mesurer la valeur d'un bien qu'on échangeait. En dehors de cette valeur d'unité de compte, il y avait cette fonction d'intermédiaire d'échange. Donc, cette monnaie nous permettait d'échanger un bien contre un autre bien, ou une certaine fonctionnalité qui était plutôt de la réserve de valeur. Donc, cette réserve de valeur nous permettait, via cette monnaie, de conserver l'actif dans le temps, à la différence du troc, où un troc, la difficulté qu'on avait, c'était notamment de trouver un partenaire qui était en face de nous, qui avait les mêmes besoins que nous, et l'échange devait se faire de manière instantanée. La monnaie, du moins cette réserve de valeur, cette fonction, nous a permis de reporter cet achat dans le temps. Donc c'était une fonction qui était importante pour déterminer ce que la monnaie est aujourd'hui. Cette monnaie fiduciaire, aujourd'hui, c'est la monnaie qu'on a qui est émise par une banque centrale. Cette banque centrale, elle va émettre des billets, mais elle va aussi émettre des monnaies, enfin de la monnaie, on va dire, physique, via des pièces. À la différence que c'est cette monnaie qui n'est plus une monnaie métallique, car on ne dit pas monnaie métallique, car ce n'est pas une monnaie par des métaux précieux. Aujourd'hui, la monnaie qu'on a dans des pièces de 1 euro, 2 euros, c'est des métaux qui ne sont pas précieux. Ça va être du cuivre, ça va être de l'acier cuivré, mais ce n'est pas réellement la valeur intrinsèque de la pièce qui lui donne sa valeur. Ensuite, on a eu une évolution sur la monnaie qui est dite scripturale. Donc, c'est la monnaie qui est arrivée et qu'on connaît le plus aujourd'hui. C'est la monnaie qui représente 90% de la masse monétaire actuellement. Et cette masse monétaire, en fait, cette monnaie scripturale, elle passe par les banques. C'est tout simplement les dépôts que les personnes déposent en banque. Et c'est aussi cette monnaie scripturale qui est la base de la création monétaire. Donc, on crée à partir de rien des écritures comptables qui nous donnent une valeur du moins plutôt électronique. Cette monnaie justement scripturale, elle peut être utilisée de manière électronique, donc c'est la forme qu'on utilise le plus souvent. J'imagine que dans cette salle, tout le monde a utilisé dans la semaine au moins un virement bancaire ou au moins une carte bancaire, et c'est cette monnaie dite électronique qu'on a utilisée. On a un dernier panel de monnaie qu'on peut estimer, c'est une monnaie virtuelle. Elle se base sur les caractéristiques de la monnaie électronique, mais cette monnaie électronique qui est basée sur la monnaie scripturale des banques est différente d'une monnaie virtuelle, parce que cette monnaie virtuelle, malgré qu'elle soit électronique, elle est représentée, on va dire, dans un environnement qui est clos. La monnaie virtuelle, c'est souvent la monnaie qu'on utilise dans des jeux vidéo. Sur Fortnite, on peut utiliser des V-Bucks. Sur
Dofus, des Kama, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un écosystème et une économie qui est fermée. À la différence de la monnaie électronique, qui elle est une monnaie qui est émise par une banque et utilisable dans le commerce de la vie de tous les jours. Si c'est possible. Aujourd'hui, on se rend compte que la monnaie électronique, la monnaie scripturale qu'on a, il y a certaines limites, notamment parce que le système financier dans lequel on est repose sur 4 éléments qu'on a identifiés, qui sont 4, on va dire, pieds d'argile pour ce système, dans le sens où aujourd'hui on utilise des intermédiaires dans le système actuel. Ces intermédiaires ont déjà montré une faille. L'histoire le raconte, on le revoit aujourd'hui. Dans ces failles, on va forcément noter la crise de 2008, qui a remis en question le système actuel. Crise de 2008, une prise des risques des banques, qui nous a amené à faire une crise financière et une crise économique par la suite. Et tout cela, elle n'est pas due à la monnaie, donc à la fonction de la monnaie, mais ça a été dû à une malintention, une mauvaise action des intermédiaires des banques. À la suite de ça, on a de nombreux mécanismes qui sont arrivés, notamment cette création monétaire qui fait parler, création monétaire qui du coup par défaut va avoir une tendance inflationniste sur la monnaie, donc perte de valeur de la monnaie. Et la vraie problématique qu'on a aujourd'hui, c'est que tous ces intermédiaires qui vont utiliser la création monétaire, qui vont émettre de nouvelles monnaies, on n'a aucune visibilité. Aujourd'hui, il est impossible pour quelqu'un dans la salle de déterminer le nombre de monnaies, le nombre d'euros en circulation en Europe. C'est quelque chose qui est vraiment opaque. On n'a pas de visibilité sur la politique de la Banque centrale demain pour émettre tant de nouvelles monnaies ou faire un plan de relance. C'est vraiment une problématique qu'on a identifiée et qui, au vu j'ai envie de dire des visions qu'on a aujourd'hui sur l'institution, sur la gouvernance, on a besoin d'avoir cette honnêteté ou cette visibilité pour pouvoir perdurer dans le temps en termes économiques. En dehors de cette crise monétaire, les intermédiaires ont quand même un rôle clé aujourd'hui sur la monnaie, notamment parce que, comme je l'ai dit, les banques c'est ces banques-là qui vont créer la monnaie. En créant cette monnaie, on laisse à des banques commerciales le pouvoir sur la création de la monnaie. À la différence de la monnaie qui est émise par une banque centrale, donc la monnaie qui est émise par une banque centrale, je le répète, c'est des pièces et c'est des billets. La monnaie qui est émise par des banques, elle est garantie par personne. Cette monnaie qui est émise par des banques, elle est garantie juste par des écritures scripturales, qui bien entendu sont englobées dans un système de confiance globale que les banques centrales ont avec les banques commerciales. Mais la création monétaire et 90% de la masse monétaire qu'on a aujourd'hui, elle est détenue par des banques commerciales. Donc on nous a souvent dit que l'État était maître de la monnaie. Aujourd'hui, c'est plutôt le commerce, les banques commerciales qui ont un intérêt économique, qui détiennent cette monnaie et qui ont le pouvoir ou non sur la création. Sur les intermédiaires, juste pour remettre dans le contexte également, il y a eu cette crise de 2008, mais il y a aussi une crise un peu plus récente qui était la crise de 2013 à Chypre, qui a fait énormément parler, notamment parce qu'on s'est rendu compte, ou du moins pour de nombreuses personnes, que cette crise monétaire, elle pouvait vraiment impacter, si vous voulez, les individus. Chaque personne dans cette pièce, demain, peut avoir une ponction sur son compte de la monnaie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le bail-in, à défaut du bail-out. Donc pour être un peu plus clair, en 2013 à Chypre, il y a certaines banques qui ont fait faillite. L'État, et notamment la Banque Centrale Européenne, a décidé d'aider ces banques-là pour notamment pallier au problème du too big to fail. Donc on ne veut pas faire tomber des banques qui sont trop puissantes et qui pourraient dérégler l'économie. Le fait, c'est qu'on a demandé à des particuliers donc de faire du bail-in, donc c'est-à-dire on a ponctionné sur les comptes des particuliers de l'argent pour renflouer les banques et notamment pour leur permettre de perdurer. Donc au final, la vraie question, c'est de se demander si l'argent qu'on détient en banque, est-ce qu'elle est vraiment la nôtre? Aujourd'hui, non. Deuxièmement, sur le point de l'inefficience, aujourd'hui, on se rend compte que pour faire un virement, ça va prendre 48 à 72 heures. Que si on fait un virement à l'étranger, on va avoir des frais supplémentaires. En termes de rapidité et de frais, forcément, les évolutions et les innovations technologiques dans les moyens de paiement ont permis d'améliorer tout ça. Mais aujourd'hui, on reste vraiment sur un système
pas archaïque, mais un système qui reste lent par rapport à la vitesse que Internet va aujourd'hui. Et cette vitesse qu'Internet a, elle devrait se retrouver dans les paiements. Et on se rend compte que Internet et toutes les données se diffusent très rapidement aujourd'hui, alors que l'argent, les mouvements de fonds sont quand même très lents. Un autre point, c'est sur la finance centralisée. Donc, c'est un peu ce que j'ai commencé à étayer au tout début. Cette finance centralisée qui est détenue pour la plupart du temps par des banques centrales et banques commerciales, elle reflète un certain malaise aujourd'hui, notamment sur l'accès aux comptes. Donc là, on est content, j'ai envie de dire, on est en France, on n'a pas forcément ce problème d'ouverture de compte bancaire ou de diffusion ou d'envoi d'argent. Mais si on extrapole un petit peu et qu'on sort un petit peu de la vision française qu'on a, de nombreux pays sont débancarisés et certaines personnes se voient refuser des accès aux comptes pour faute de moyens ou des choses comme ça. Ce qui les sort du système actuel. Donc on a vraiment un système ou une finance qui devient exclusive, notamment parce que les banques donnent accès ou non à une ouverture de compte. C'est le même principe pour les prêts ou pour les levées de fonds. Sur les prêts, c'est toujours la banque, donc la banque commerciale qui va vous demander, vous allez demander à la banque commerciale d'octroyer un prêt, et aujourd'hui, c'est centralisé sur ces banques. Demain, il y a peut-être des solutions qui vont permettre de pallier à toutes ces limites, et ces solutions-là, c'est potentiellement une solution qu'on va avoir sur la crypto-monnaie, la blockchain, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas pour toutes ces limites, mais peut-être que certaines limites vont pouvoir être palliées par une nouvelle technologie, parce qu'en fait, on se rend compte que l'évolution, l'innovation qui s'est passée sur les moyens de paiement, elle ne s'est jamais en fait, vraiment passée sur la monnaie en soi. Sur la monnaie, sur l'euro, donc on l'échange un peu plus vite, on a des nouvelles formes, on est passé sur du chèque, on est passé à la carte bancaire, de la carte bancaire, on est passé par des paiements mobiles, mais on n'a jamais vraiment changé le fondamental qui était la monnaie et son rapport qu'on avait avec la monnaie. Si c'est possible de changer. Donc, pour revenir un petit peu plus sur la crypto-monnaie, et pourquoi elle a son mot à dire, on va dire, dans cet écosystème. La monnaie et la crypto-monnaie, c'est une monnaie numérique. Donc cette monnaie numérique, elle est basée sur un algorithme. C'est une monnaie qui est décentralisée et qui a vocation à justement pallier toutes les limites qui étaient précédemment citées. Je ne sais pas si vous pouvez revenir juste en arrière. On peut se demander si aujourd'hui la crypto-monnaie qui a vocation, on entend beaucoup parler dans les médias, a vocation à devenir une monnaie de demain. Est-ce une monnaie? Est-ce une réserve de valeur? Ou est-ce tout simplement un moyen de paiement comme un autre? Aujourd'hui, il y a trois fonctions. Donc, comme on l'a dit, les fonctions de la monnaie, la fonction de valeur de réserve. Aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le Bitcoin est vraiment une réserve de valeur? Oui, non. C'est vrai que le Bitcoin aujourd'hui est volatile, mais est-ce que dans le temps, on ne voit pas quelques corrélations avec l'or? Aujourd'hui, si on regarde les deux courbes du Bitcoin et de l'or, qui, du coup, l'or, par défaut, la réserve de valeur du système actuel, on se rend compte qu'il y a des grosses synergies et que, notamment, le Bitcoin a permis de faire émerger d'autres crypto-monnaies qui avaient vocation à avoir cette fonction de réserve de valeur. C'est le cas pour certains, je ne sais pas s'ils connaissent, stablecoin. Donc, l'intérêt, c'est d'avoir des monnaies qui sont indexées sur une monnaie avec un cours stable. Donc, ce qui nous permet d'avoir une certaine stabilité sur le réseau et d'avoir cette fonction de réserve de valeur, de pouvoir, dans le temps, reporter son achat, et que le fait d'obtenir un Bitcoin aujourd'hui, on sait que ce Bitcoin aura de la valeur demain. Au niveau de l'inefficience, c'est l'une des plus grosses plus-values que le Bitcoin a amené. Donc, Bitcoin qui a été créé, pour rappel, en 2008, ensuite de la crise financière de 2008, perte des confiances dans les institutions. On se demande quelle est la solution alternative pour créer ce nouveau écosystème, ce nouvel Eldorado financier. Le Bitcoin arrive aujourd'hui comme une solution, notamment par son efficience et non son inefficience, notamment sur la rapidité des transactions. Donc on parlait tout à l'heure qu'en moyenne, un virement 48 à 72 heures, suivant la localisation, suivant la banque qu'on a. Aujourd'hui, la crypto-monnaie permet d'envoyer un virement sous 5 à 10 minutes grand maximum pour une personne qui est en face de moi ou pour une personne qui est directement en Chine. Donc on retrouve cette efficience qu'Internet avait permis de créer, donc en s'envoyant des données, en partageant du contenu de manière très fluide sur les réseaux sociaux. On retrouve cette évolution et cette base qu'Internet a amenée dans ce moyen de paiement qui est du coup basé sur un réseau Internet, un réseau décentralisé.
On a également moins de frais, parce que tout simplement, on a moins d'intermédiaires. C'est une monnaie qui est basée sur un algorithme qui est du coup sans intermédiaire. Cet intermédiaire-là prenait forcément des frais à chaque émission. Là, on arrive dans un réseau qui est décentralisé et qui a certaines incentives. Donc par incentive, j'entends que le réseau qui est sécurisé par un ensemble d'utilisateurs par des ordinateurs. Donc chaque personne dans cette pièce pourrait avoir un ordinateur et commencer à sécuriser ce réseau-là, et non pas une banque qui centraliserait toutes les informations. Ce qui fait que si demain, l'un des ordinateurs d'une personne se voit tomber en rade et ne fonctionne plus, demain, le relais de tous les autres utilisateurs va pouvoir récupérer l'ensemble des transactions pour les valider. De plus, la partie incentive nous permet de dire que chaque utilisateur qui va participer à ce réseau va recevoir des récompenses. Donc, c'est-à-dire, là, si on prend l'exemple de Bitcoin, ça va être des fractions de Bitcoin. Typiquement, j'ai mis à disposition ma puissance de calcul pour sécuriser le réseau, je vais recevoir des fractions de Bitcoin. Donc cette rémunération-là, qui était précédemment faite pour des banques, peut amener à redistribuer un petit peu ce réseau et la force qu'on avait, enfin ou du moins peut-être la défiance qu'on avait vis-à-vis du système actuel. La finance centralisée, aujourd'hui, elle est problématique sur plusieurs prises de décision. La blockchain, qui du coup par défaut est la technologie qui base la crypto-monnaie, enfin, sur laquelle est basée la crypto-monnaie. Cette blockchain-là va permettre de décentraliser cette finance et on va avoir plusieurs cas d'usage au sein de cette blockchain qui vont permettre de un peu bypasser la banque ou bypasser des intermédiaires qui avaient très peu de valeur, du moins sur certains contenus. Elle ne va pas forcément remplacer la banque, elle ne va pas forcément remplacer le système actuel, mais on peut voir quelques perspectives qui vont permettre d'être plus efficient sur typiquement des prêts, sur des levées de fonds. On parle souvent de crowdfunding, on parle souvent aussi de la difficulté d'obtenir un prêt. Peut-être que la crypto-monnaie, peut-être que la blockchain va apporter des solutions de prêt entre particuliers. Peut-être que des solutions de crowdfunding vont du moins vont commencer à émerger à partir de la blockchain, avec le vrai avantage d'avoir du coup cette masse monétaire du Bitcoin ou peu importe la crypto-monnaie, avec une certaine visibilité. Donc on parlait tout à l'heure que la banque centrale pouvait émettre de l'argent, que les banques commerciales pouvaient émettre de l'argent, sans avoir pour l'individu un réel suivi. Aujourd'hui, on sait combien Bitcoin va émettre de monnaie. On a un chiffre fixe qui est le chiffre de 21 millions. On sait que c'est un chiffre qui va nous permettre d'avoir un petit peu des programmes financiers par la suite et d'établir un certain seuil de rentabilité ou non pour les personnes qui vont sécuriser le réseau. Au niveau de la finance exclusive, le réel avantage que Bitcoin peut avoir, c'est cet avantage d'inclure le plus de personnes possible. Aujourd'hui, si on veut créer un compte Bitcoin, une personne qui est dans le Sud-Soudan, en Afrique, ou qui est au Canada, dans l'Alberta, va avoir la même possibilité sous prétexte, et sous réserve d'un accès au réseau Internet. Donc ça peut être là aussi la difficulté que Bitcoin peut avoir sur la partie inclusive ou exclusive des personnes. Mais le vrai intérêt, c'est qu'on retrouve cette notion de pair à pair. Donc si demain j'envoie un virement à monsieur, demain ce n'est pas mes 10 € qui vont être envoyés à monsieur directement, c'est 10 € qui vont être envoyés à ma banque qui va les envoyer à l'autre banque, et c'est monsieur qui va pouvoir les retirer en monnaie fiduciaire. Aujourd'hui, via un réseau blockchain, ça nous permet, via des adresses informatiques, de s'envoyer de l'argent entre particuliers. Donc on n'a plus cet intermédiaire entre nous deux qui nous permet d'être plus efficient, d'être moins coûteux, et justement revenir à cette histoire du troc, où le troc était un échange entre pair à pair, et on s'était vite rendu compte qu'en fait cet intermédiaire de confiance, il a été rajouté parce qu'on avait du mal à se faire confiance entre nous. Cet intermédiaire de confiance, aujourd'hui, c'est la technologie qui a été créée, la technologie sous-jacente, donc la blockchain, qui nous permet vraiment d'avoir confiance. Donc j'ai envie de dire, c'est un peu une confiance informatique qu'on va avoir. Donc comme ce qu'on a aujourd'hui, la plupart des services qu'on utilise, c'est des services informatiques, à la différence que ce service informatique, c'est un service qui est décentralisé et qui est détenu par aucune des personnes. Si on reprend les fonctions de la monnaie, cette fonction de réserve de valeur, donc comme on l'a vu, le Bitcoin ou du moins d'autres crypto-monnaies peuvent avoir cette fonction de maintien de réserve dans le temps.
On a aussi cette fonction d'intermédiaire d'échange, parce qu'aujourd'hui, je suis capable d'envoyer de l'argent dans le monde entier par le Bitcoin, par le réseau de la crypto-monnaie. Et on a également cette unité de mesure sur le Bitcoin, parce que c'est une valeur qui est divisible. Donc la chose même sur le Bitcoin, c'est de se dire qu'on a des fractions de Bitcoin. Un Bitcoin peut être divisible en fractions ou en millièmes pour s'envoyer de l'argent. Donc on voit bien qu'elle a du moins des semblants de fonctions de monnaie. Après, forcément, chacun va avoir un avis différent sur est-ce que le Bitcoin est vraiment une réserve de valeur ou pas. Et en dehors de ça, on voit quelques applications qui arrivent dans le monde d'aujourd'hui sur la blockchain qui nous permettent de potentiellement effectuer des prêts entre particuliers. Donc là, on va parler de finance décentralisée, la DeFi, qui est en ce moment très, j'ai envie de dire, très tendance, mais attention de ne pas, j'ai envie de dire, s'embarquer dans cette tendance sans forcément avoir revu les fondamentaux. Cette finance décentralisée, elle peut permettre justement à des personnes qui mettent et qui stockent un certain stock de Bitcoin, par exemple, sur la blockchain, d'octroyer des prêts à un autre particulier sans passer par un intermédiaire financier. C'est un des cas d'usage sur la partie financière. On en retrouve d'autres sur la partie du paiement. Donc, on parlait justement des paiements qui pouvaient être beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficients et moins coûteux. On a aussi également, grâce à la technologie blockchain, des cas d'usage qui vont se passer sur des smart contracts. Donc, des smart contracts, c'est notamment la blockchain Ethereum qui est apparue, donc qui est une autre crypto-monnaie que Bitcoin, mais qui a repris les principes de Bitcoin et a ajouté en fait un système de contrat intelligent sur cette monnaie-là. Donc, on est toujours basé sur un réseau informatique qui est adossé à une monnaie. Et cette monnaie va pouvoir être programmable. Donc on arrive sur une monnaie qui devient programmable. Si je prends un cas d'usage, AXA a récemment développé, donc c'était en système de POC quand même, mais a développé un système qui permettait de dire que si mon client était dans le Airbus A380 en provenance de Paris, que si on se connectait à la tour de contrôle et que si on se connectait à la base de données de AXA, on prenait les 3 éléments, donc sur la blockchain on rassemblait tous ces éléments-là, on se rendait compte que l'avion était en retard, que la tour de contrôle nous précisait bien que l'avion était en retard, que notre client était bien client de l'assurance AXA contre les vols de retard. On pouvait réaliser un paiement qui était instantané. Donc sur le remboursement, on est capable aujourd'hui, via une monnaie programmable, sous certaines conditions, donc des conditions qui sont vérifiées mathématiquement ou du moins par des bases de données, donc pas plus ou pas moins de ce qu'on utilise aujourd'hui, mais cette fois-ci via un réseau décentralisé, parce que c'est vrai qu'on a aussi beaucoup de problématiques sur la RGPD, sur où est-ce que vont toutes nos données. On pourrait se poser la question, toutes ces données qui sont partagées entre utilisateurs, est-ce que ces données-là sont à risque ? Parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire c'est très bien, on a des systèmes qui sont automatisés, on a des systèmes qui vont très vite, mais on a aussi un devoir pour notre donnée de savoir où est-ce que cette monnaie est partie, où cette donnée est partie. La blockchain qui du coup, par son nom éponyme, crypto-monnaie, est une monnaie cryptée. Donc toutes les données qui sont sur cette blockchain, elles sont accessibles à personne. On a un registre qui est public, mais c'est un registre qui est crypté. Donc seules les personnes qui ont émis les informations sur la blockchain vont être capables de décrypter ces informations. Si c'est possible de changer. Donc si on résume un petit peu, la crypto-monnaie peut amener cette vraie révolution sur la partie monétaire, parce que donc il y a une évolution sur les moyens de paiement. Cette évolution sur la monnaie en soi, elle n'a jamais réellement changé. C'est toujours été une monnaie qui a été garantie par l'État, et elle a été garantie par l'État parce qu'on avait du mal à se faire confiance entre particuliers. La blockchain qui arrive en sous-jacent de technologie de la crypto-monnaie nous permet de retrouver confiance entre particuliers via ce code informatique. Donc on pourrait arriver sur une nouvelle forme de monnaie, qui est une monnaie qui n'est pas forcément émise par l'État, ou une monnaie qui est potentiellement émise par l'État, mais avec une certaine transparence, une certaine honnêteté vis-à-vis de l'émission de la monnaie. Je parle de ça parce que récemment, la Banque Centrale Européenne a d'ores et déjà étudié l'émission d'une monnaie basée sur une crypto-monnaie. Donc on émettrait potentiellement un crypto-euro qui serait basé sur l'euro classique, mais
avec des fonctionnalités qu'on a vues au cours de la présentation. Ces fonctionnalités-là nous permettraient d'être plus efficients dans les échanges, nous permettraient d'être plus transparents vis-à-vis du consommateur, nous permettraient également, si on prend un exemple sur la blockchain, d'avoir, si on extrapole un petit peu, sur des dons, sur l'utilisation des impôts, d'avoir un peu plus d'informations sur l'utilisation de chaque donnée pour révolutionner vraiment cette monnaie et non pas que ce moyen de paiement. Parce que la crypto-monnaie pourra tout à fait utiliser des systèmes de paiement actuels, tels que le paiement mobile, que la carte bancaire, que un virement classique via de la crypto-monnaie. Mais le but, c'est vraiment de changer un peu le paradigme qu'on a sur cette blockchain, enfin sur ce système financier, et tendre ce système sur un système qui est un petit peu plus décentralisé, qui est un petit peu plus proche du consommateur, qui est la base du coup de la crypto-monnaie et le fait de se refaire confiance. Donc, pour conclure, j'ai envie d'extrapoler encore un petit peu plus sur la crypto-monnaie, ce qu'est la monnaie. Aujourd'hui, on se rend compte que cette révolution qui peut être monétaire sur la monnaie, c'est peut-être plus une révolution qui arrive sur une révolution sociale ou philosophique, de la manière dont on veut voir le monde demain, le monde de la finance. Si on veut une finance qui est un petit peu plus décentralisée, un petit peu plus inclusive, et ça, c'est des vraies questions que chaque utilisateur va devoir se poser. On a beaucoup de personnes qui vont venir acheter sur la crypto-monnaie pour deux choses. Ça va être des personnes qui vont avoir un aspect très spéculatif. Donc c'est vraiment, j'achète la monnaie parce que je sais que la monnaie est volatile et qu'elle va augmenter. Et il y a une deuxième catégorie de personnes qui vont venir en opposition un petit peu au système actuel bancaire, de par les crises financières qu'il y a eu, la crise de Chypre, les ponctions sur les comptes, qui cherchent en fait à tout simplement émettre ou partager un nouveau système financier plus décentralisé. Je vous remercie. Aller un peu plus loin sur la crypto-monnaie. Aujourd'hui, il y a des crypto-monnaies qui sont basées sur des biens physiques. Donc typiquement, c'est l'exemple qu'on prend souvent sur l'immobilier. Aujourd'hui, il y a une blockchain où il y a des crypto-monnaies qui vont permettre d'acheter des fractions d'immeubles par particulier. Donc en gros, on va se servir de la blockchain pour, par exemple, enregistrer un bâtiment. Ce bâtiment, une fois qu'il est enregistré, on va pouvoir le diviser en plein de petits biens, sans être obligé de passer, par exemple, par un notaire pour faire 10 divisions différentes, faire 10 SCI pour monter un projet. Et on va reprendre un petit peu le système de crowdfunding, le système de blockchain qui, du coup, nous permet d'être ouvert à tout le monde. Et c'est comme si on faisait un crowdfunding pour faire un financement d'immeubles. Et en gros, la monnaie qui sera émise, cette monnaie, je ne sais pas si on va l'appeler l'ImoCoin, la monnaie qui sera émise pour ce bien-là, elle pourra être repartagée parmi les utilisateurs en fonction de la proportion qu'on a investi de base. Ça s'appelle, alors il y a une fonction, c'est sur des utility tokens, où en fait chaque crypto-monnaie va être adossée à un usage précis. Elle va être adossée soit à un usage, par exemple, on a des moteurs de recherche qui existent, sur lesquels on va partager, on va accepter de voir des pubs. Et chaque pub qu'on va voir, on va récupérer en fait des fractions de crypto-monnaie qui nous récompensent d'une certaine manière pour avoir vu la publicité. Et cette monnaie qu'on a utilisée, donc en fait, donc là on va un peu plus loin que le bien, mais je veux dire on utilise nos services, on utilise notre donnée et on est rémunéré par ça. Donc il y a énormément de cas d'usage, mais un crypto-troc, c'est de manière vulgaire, oui, c'est quelque chose qui pourrait voir dans le futur se voir. Ouais, c'est quelque chose qui existe. Alors, la plupart du temps, du coup, sur ces échanges en euros, c'est vraiment une crypto-monnaie qui est adossée à l'euro. Donc, je parlais tout à l'heure de stablecoin. Donc, les stablecoins, c'est par exemple, si je prends l'USDT, c'est une crypto-monnaie qui est basée sur le cours du dollar. La fonction de cette monnaie-là, c'est d'avoir le cours du dollar équivalent à la crypto-monnaie en fait, sur le marché. Donc, ce qui fait qu'on peut utiliser, par exemple, si je vous envoie 100 $ demain, je peux utiliser le réseau de la crypto-monnaie pour envoyer les 100 $, et tout en gardant, tout en me prévenant du moins du risque de volatilité qu'une crypto-monnaie pourrait avoir. Donc, ça nous permet de faire des échanges du coup, sur des monnaies fiduciaires,
scriptural plutôt, enfin fiat fiduciaire, et par la suite utiliser le réseau qui est un peu plus efficient sur le réseau de la blockchain. Alors, du coup, ça me fait penser à un autre projet qui est un peu sur, justement, je rends un service et du coup, un peu sur la localité, je rends un service et j'obtiens de la crypto-monnaie. Il y a une société qui s'appelle Equator en France, il me semble qu'ils sont français, sur laquelle on a un fournisseur d'énergie. Ce fournisseur d'énergie, on peut le payer en Solar Coin. Le Solar Coin, c'est une monnaie qui est émise par des producteurs d'électricité locaux. Donc, ces producteurs d'électricité locaux par du panneau voltaïque, typiquement, qui ont un supplément d'électricité qui revendent à Equator. Et tous ces suppléments qu'ils vont revendre, ils vont l'obtenir en crypto-monnaie. Donc pour le service rendu, et au lieu, on va dire, de perdre un petit peu la surproduction qu'ils ont eue, ça va leur permettre de récompenser ça. En dehors de ces cas-là, sur la monnaie locale, on a beaucoup de personnes qui se sont intéressées à comment est-ce que je pourrais rendre efficient ou créer une crypto-monnaie pour, je sais pas, le village du coin ou pour la ville de Metz, pour aller refavoriser typiquement l'utilisation dans les locaux ou directement dans le centre-ville. Ça, c'est des choses qui sont réfléchies aujourd'hui. On a déjà été contactés, nous, personnellement, sur l'éventualité de créer une monnaie qui soit un peu plus locale pour, justement, via tous ces avantages de rapidité, de transparence, mais aussi de bénéfices, en fait, j'ai envie de dire, sur le... comment on va dire que l'usage sur lequel les entreprises étaient venues vers nous, ils se disaient je veux recréer une crypto-monnaie pour un petit peu redynamiser le secteur local. Et ça, c'est des choses qu'on a vues, oui.